Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus. Dans ce journal, ce soir, une ligne SNCF Intercité menacée, celle de Tours-Le Mans-Caen. Elle fait partie de ces lignes TET, ces lignes d'équilibre des territoires qui coûtent cher et qu'un rapport parlementaire propose de revoir. Transfert aux régions ou desserte par car, la question est posée. Les gens du voyage quittent la plaine de la Gloriette. Leur rassemblement évangélique est maintenant terminé. Nous reviendrons ce soir sur les conditions d'accueil des gens du voyage. Tours dispose pourtant d'une aire de grand passage, mais les concernés avaient préféré la Gloriette. Et puis à la fin de ce journal, nous nous rendrons au château de Langeais où l'on fête, comme partout dans le Val-de-Loire, les 500 ans de l'avènement de François Ier. Ce week-end était reconstitué la vie à l'époque de la Renaissance. Les TET, les trains d'équilibre des territoires, ces lignes SNCF financées par l'État coûtent cher, bien trop cher, selon un député du Calvados qui a remis son rapport aujourd'hui. Il propose d'en fermer quelques-unes, d'en transférer d'autres aux régions et même d'en assurer la desserte plutôt par car. 345 villes sont desservies par ces lignes TET qui sont au passage vieillissantes. Chez nous, une ligne est concernée, la ligne Tours-Le Mans-Caen. Thibaut Séalic, Géotis Delsart. La ligne Caen-Le Mans-Tours menacée, une nouvelle qui est loin de ravir les usagers. Chaque jour, ils sont environ 400 à l'emprunter. 2 allers-retours entre Caen et Tours sont assurés quotidiennement. S'il n'y a pas autant de trains, j'irais, ce sera beaucoup plus difficile. Là, c'était très bien organisé. Je n'avais pas à attendre trop longtemps entre chaque correspondance. C'est nécessaire, c'est utile. Et il y avait beaucoup de monde. Selon le rapport du député Philippe Duron, le réseau des intercités n'est tout simplement plus rentable. Au contraire, il causerait à la SNCF un déficit annuel de 400 millions d'euros. En cause, des infrastructures vieillissantes et des trains peu remplis qui souffrent de la concurrence avec les TGV, les TER et le réseau routier. Des lignes pourraient être supprimées. Le rapport préconise aussi une réduction de trains sur certaines zones. Selon la région Centre-Val de Loire, la ligne Caen-Le Mans-Tours est une ligne qui fonctionne et qui correspond à une vraie logique de transport interrégional. D'après le rapport, elle est aujourd'hui menacée. À la région, on craint qu'elle soit remplacée par un service d'autocar. Passer à la route, ça veut dire plus de gaz à effet de serre, ça veut dire plus d'encombrement de nos routes qui le sont déjà largement. Là où il y a un nombre d'usagers suffisant, conservons, promouvons, améliorons la qualité du TET. Si le TET aujourd'hui, le train d'équilibre du territoire, est un train qui est problématique sur le plan de son équilibre financier, peut-être faut-il se poser la question du pourquoi. Il faut le moderniser. Autre scénario craint, le maintien du parc matériel intercité, mais qui serait pour la première fois à la charge des régions au lieu de l'État. Un coût financier supplémentaire, vu aussi d'un très mauvais œil. Dans l'actualité également ce soir, ils sont partis, les gens du voyage installés depuis mardi sur la plaine de la Gloriette pour leur grand rassemblement évangélique. Ils ont quitté les lieux cet après-midi. Mardi dernier, leur arrivée ne s'était pas faite en toute discrétion. Le sud de la ville avait été entièrement bloqué, tout comme le tram, jusqu'à ce que l'entrée sur la plaine de la Gloriette leur soit autorisée. Ils avaient été pourtant dirigés au préalable vers l'aire de grand passage de Tours, mais ils l'avaient considérée trop petite. Alors quelles sont les obligations pour les communes en matière d'accueil des gens du voyage? On voit cela avec Aurélie Renaud et Guillaume Leroux. Durant une semaine, la plaine de la Gloriette était comble. 180 caravanes, soit plus de 600 personnes rassemblées pour la Pentecôte. La communauté a refusé de s'installer sur l'aire de grand passage du Pont aux Oies, située à quelques centaines de mètres. Une aire dédiée à accueillir les grands rassemblements, ouverte l'été dernier. La première aire de ce type en Indre-et-Loire. Nous, on n'est pas venu ici pour faire la loi. On vient ici pour dresser chapiteau et puis rester 8 jours et annoncer l'évangile. Sur l'aire de grand passage qu'ils nous ont fait, c'est pas possible de se mettre, c'est trop petit, c'est pas assez grand. Si la loi du 5 juillet 2000 prévoit l'installation d'aires permanentes pour les communes de plus de 5000 habitants, les aires de grand passage, elles, sont une préconisation. Elles doivent permettre d'accueillir des rassemblements entre 50 et 200 caravanes. Celle de Tours est jaugée à 150, le tout sur un terrain de 3 hectares représentant 328 000 € d'investissement, auxquels s'ajoutent 10 000 € de frais mensuels d'entretien. Une infrastructure suffisante pour le maire de Tours. Donc l'aménagement correspond aux exigences de la loi. Les Tourangeaux ont payé d'une façon très large cette installation. On n'ira pas plus loin. Imaginons qu'on agrandisse l'aire de grand passage actuellement existante pour la mener à 180, ce qui correspondrait à la demande de cette année. Si à la Pentecôte de l'année prochaine, et je peux prendre le pari, arrive un groupe de 200 caravanes, la plaisanterie va recommencer.
Depuis sa création en juillet dernier, l'aire de Grand Passage aurait accueilli moins de 10 rassemblements. Hier, une nouvelle communauté s'y est installée. Pour la centaine de caravanes, un problème de taille, l'électricité. Donc il faudrait un petit peu plus de puissance parce que les deux boîtiers sont ensemble. Donc si on branche 100 caravanes sur les deux boîtiers, les boîtiers vont fondre, ça va pas le faire. Pour pallier ce problème, sur l'aire de Grand Passage, la communauté a trouvé une solution périlleuse. Des centaines de mètres de câbles pour atteindre les équipements d'une aire d'accueil permanente voisine, celle qui appartient à la ville de Joué-les-Tours. À Tours, la fin annoncée du centre Léo Lagrange dans le quartier des Fontaines. Le 30 juin prochain, l'association qui porte le même nom fermera ses portes faute de moyens financiers. Une association d'éducation populaire qui n'a pas obtenu le renouvellement de sa convention avec la mairie de Tours. La municipalité qui cherche maintenant une nouvelle association. Romain Delville. La nouvelle est affichée dès l'entrée du site. Le centre socio-culturel Léo Lagrange dans le quartier des Fontaines cessera ses activités au 30 juin. Par exemple, ses ateliers cuisine ou encore l'atelier du jardin de Berthe, place Berthe-Morisot, en association avec l'Association des paralysés de France. Depuis 2002, l'association Léo Lagrange gérait le centre qui accueille 500 usagers. Ici, 6 équivalents temps plein y travaillent, 17 salariés, des intervenants. C'est que la convention de 3 ans prend fin et n'a pas été renouvelée par la mairie. Ça implique l'arrêt de toutes ces activités sociales, socioculturelles, du lien qu'on pouvait avoir avec la population. Donc on restera sur l'accueil de loisirs et sur l'accueil périscolaire. Donc il y a des collègues qui vont toujours être présents sur le territoire. Mais toutes les actions en direction des familles, notamment sur la parentalité ou sur ces choses-là, vont du coup plus être portées par le centre social. En octobre dernier, la mairie avait prolongé la convention de 6 mois. La mairie qui par an attribuait 180 000 € à l'association Léo Lagrange. Depuis plusieurs années, le centre perdait de l'argent et parmi les scénarios envisagés, il y avait soit une augmentation de la subvention à hauteur de 40 000 €, soit une baisse des activités proposées. Le projet qui nous a été proposé était un projet qui se recentrait sur Fontaine et un petit peu Roche-Pinard. Or pour autant, les quartiers sud, ça doit aussi inclure les rives du Cher, la Bergeonnerie. Et là, il n'y avait plus d'intervention prévue dans le projet sur ces territoires-là. Et le budget, nous n'avions pas prévu de baisser la subvention, nous avions prévu de maintenir la subvention telle qu'elle était auparavant. Mais le projet tel qu'il nous était proposé nous demandait une subvention supérieure de 40 000 €. Avec la CAF, la mairie va établir un diagnostic des demandes socioculturelles dans les quartiers sud pour peut-être rouvrir le centre en septembre. L'accueil de loisirs, lui, est maintenu et c'est l'association Léo Lagrange qui a remporté le marché des Fontaines. Une bonne nouvelle pour Amboise, son marché promu marché préféré des Français. C'est un jeu concours lancé par un fabricant de fromage industriel qui le dit. L'an passé, le marché amboisien était arrivé 7e du classement. Classement effectué par le vote des internautes, ce qui le relativise forcément un petit peu ce classement, puisqu'un appel au vote avait été lancé sur Facebook et sur le marché d'Amboise lui-même. Cela dit, c'est une bonne pub pour Amboise et les 200 commerçants de son marché, puisqu'une émission de radio sera tournée le 31 mai au matin sur place avec le cuisinier de Top Chef. Pour terminer ce journal, direction le château de Langeais, où là-bas, on fête aussi cette année le 5e centenaire de l'avènement de François Ier, comme partout dans le Val-de-Loire. Et ce week-end, on l'a fêté par le biais de reconstitutions. La Renaissance, comme vous y étiez, au milieu des gens de l'époque, militaires, serviteurs, nobles. Ils étaient tous représentés à travers des reconstitutions théâtralisées. Sur place, Audrey Champigny. Attention, bout de feu! Un coup de canon en plein après-midi. Des nobles discutant dans la cour. Quoi de plus naturel quand on vit à l'époque du roi François Ier? Pour célébrer son avènement il y a 500 ans, le château de Langeais, l'espace d'un week-end, a replongé le visiteur dans cette période faste qu'était la Renaissance. Ainsi, à l'intérieur du logis royal, les serviteurs s'affairent en cuisine, pendant qu'une importante transaction financière est en train de se jouer à l'étage. Il a réussi à sauver le trésor de l'armée avec 250 000 écus qu'il a mis de côté. C'était des questions donc, notamment par rapport à la bourse qui était divisée en 4 parties. Et donc je m'interrogeais sur cette forme particulière. Et c'est simplement, en fait, voilà, chaque partie avait une monnaie correspondant à un pays avec lesquels ils étaient en discussion. C'était une période difficile en termes déjà d'impôts. C'est une période où il faut financer la guerre, parce que mine de rien, avec l'apparition de l'artillerie moderne
et de l'ancêtre du fusil, on va dire, hein, de l'arquebuse presque. Ces armes à feu vont sonner le glas de la chevalerie ancienne. Donc on va avoir des changements complets dans la société, on va dire, aussi bien rurale que noble que militaire. Qu'est-ce qui vous a impressionné le plus? C'est les chevaliers avec leurs armures. Et on a vraiment pensé de remonter au temps des chevaliers et je trouve ça rigolo. De preux guerriers qui auront toute l'admiration et le respect du monarque, connu lui-même comme étant le dernier grand roi chevalier. C'est vrai que François Ier n'est jamais venu au château de Langeais. Le château d'Angers fait partie de la couronne de France, en tout cas à ce moment-là. En fait, il a un lien quand même avec le règne de François Ier et la Renaissance, parce qu'on conserve un certain nombre de tapisseries du XVIe siècle, dont une qui avait été commanditée par son financier principal, Jacques de Beaune. Et puis on conserve une collection vraiment exceptionnelle de tapisseries sur le thème des 9 preux. C'est une des plus complètes au monde sur ce thème d'ailleurs. Et c'est vrai que l'idéal chevaleresque est très important pour François Ier. Il s'identifiait d'ailleurs à certains des preux chevaliers comme David ou Jules César. Donc c'est vrai, le fait de posséder cette série de tapisseries nous rapproche de François Ier et de son idéal chevaleresque. Prince humaniste, père des arts et des lettres, mais également roi de France le plus populaire auprès des touristes, François Ier est mis à l'honneur toute cette année dans la plupart des châteaux de la Loire. On se retrouve dans un instant avec notre invité. Nous recevons ce soir la nouvelle présidente de l'UCAT, l'Union commerciale et artisanale de Tours.